à vous, anciens combattants de 1914 à 1918, venus pour vous souvenir, vous recueillir et porter témoignage. J'apporte le salut de la France. L'essentiel, sans doute, a dépendu du drame vécu en ces lieux, dans le sang et les larmes. Verdun, c'est le symbole de la Grande Guerre. 1916. Depuis plus d'un an, le front s'est figé dans la guerre de tranchées. Le haut commandement allemand décide cependant de frapper un grand coup sur un point faible du front français. Ce sera Verdun, ville symbole qui ne pourra être abandonnée et qui sera le creuset où fondera l'armée française. Et les lignes allemandes, elles se trouvaient où? Eh bien, les lignes allemandes se trouvaient depuis là-bas, depuis les Beuls qui sont là-bas, voyez-vous, et suivaient tout devant une vingtaine de mètres devant la lisière du bois, jusque là-bas, voyez-vous. Et les Français? Alors les Français étaient ici, la ligne française était là, tous les restes de bunkers que vous voyez là, enfin d'abris qui étaient là, et les tranchées de première ligne qui suivaient tout le long jusque là-bas, à perte de vue, et le long de la forêt, la lisière de bois de ce côté-ci. L'artillerie allemande était à peu près, faut compter, à 1500 mètres d'ici. Il y en avait déjà dans le bois, puis il y en a en lisière du bois, mais en bas de la côte, sur Flabat, sur le village de Flabat. Toute une ligne de Stollen. Les Stollen, c'était des abris spéciaux pour masser les troupes. 21 février. Après un bombardement de plus de 8 heures, 80 000 soldats allemands se lancent à l'assaut des positions françaises tenues par 1200 chasseurs. Les Allemands pénétraient facilement dans le bois des corps? Eh bien, moins facilement qu'ils pensaient. Parce qu'ils pensaient en 3 heures être déjà de l'autre côté. Et le soir, à 4 heures, eh bien, ils étaient encore au même point que le matin. Comment ça se fait? Eh bien, parce que avec leur barrage fou, on ne sait pas combien de milliers d'obus, ils ont effondré toute la forêt, les branches, les arbres et tout. Ça a formé un enchevêtrement qui était très difficile à passer. Et les quelques survivants du colonel Drian, des 2 bataillons de chasseurs, à ce moment-là, ils avaient sous la main pas mal de caisses de grenades et ils les ont employées sans en perdre une. Où se trouvait le colonel Drian? Eh bien, le colonel Drian était dans son abri, là, devant. Le gros abri qui est là, devant. Le 22, alors, vers 9 h du matin, il s'est replié à cet abri provisoire, là, de repli. Ils appelaient ça l'abri de repli. Comment est mort le colonel Drian? Eh bien, le colonel Drian est mort juste, il revenait de sa tournée, et il est arrivé ici, et il a reçu une balle en plein front, en marchant, tout posément, tranquillement, et il est tombé en avant. Qui vous a raconté comment ça s'est passé? Eh bien, c'est un vieux copain, le sergent Varet, qui est mort l'année dernière, de reste, et qui était, lui, à l'entrée du poste, à l'entrée de l'abri. Combien de chasseurs ont survécu? Eh bien, 50 chasseurs ont survécu aux 2 bataillons qui représentaient 1500 chasseurs. Et après ça, les Allemands ont pris quelle direction pour Et continuer? ils ont continué l'attaque alors sur Beaumont et Louvemont. Ça se trouve où par rapport? Voilà, Beaumont et Louvemont se trouvent là, derrière à gauche, là, dans tout ce coin-là. « 24 février,
les Allemands atteignent le village de Beaumont et se dirigent vers Louvemont. Quand êtes-vous arrivé ici? Eh bien, nous sommes arrivés dans la soirée. On est resté à l'entrée du village, ici, là, en avant du petit ravin, là. Et lorsqu'à 9 h du soir, quelques coups de canon qui sont partis et qui sont arrivés juste sur le village. Nous, on le croyait occupé par les Allemands. Et un bombardement infernal jusqu'à 4 h du matin. Et à 4 h du matin, ça s'est arrêté, insensiblement, en l'espace de 10 minutes. Et ma foi, le lendemain, ils sont arrivés, on les a vus dégringoler depuis le bois des corps, là-haut. On les a vus arriver par groupe. Et ma foi, à ce moment-là, le colonel a dit « Mauvais, 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 on va se remettre sur des positions derrière. » Alors comme ça remonte ici, en allant sur Louvemont, alors on a reculé et on s'est établi à peu près à 800 mètres, 1 kilomètre d'ici. Et puis bon, on a attendu. Et on a pris un de ces bombardements qui a suivi. Dans tous les coins, l'artillerie bombardait, et puis surtout, encore plus sur les arrières, à proximité, pour empêcher les renforts d'arriver. Il y a des gens qui se noyaient dans les trous d'obus? Combien de fois ils étaient arrivés? Le gars, s'il n'avait pas la force d'appeler ou d'hurler, il restait. Il s'en sortait pas. La nuit, des fois, quand ça zanguait, on se précipitait. Quand vous avez le trouillomètre à 0, vous regardez pas s'il y a de la boue, hein, je le dis, moi. Hein. Alors on fonce, et puis pop, vous tombez dans le truc. Et quand vous plongiez dans un trou, ça devait faire une drôle d'impression de tomber sur des cadavres, des rats. Et quand vous venez les déranger, les emmerder, qu'ils sont en train de... Ah oui, ils vous passent dessus, ils foutent le camp à toute allure, ils ne regardent pas où ils passent. Ils vous sautent dessus, hein. Mais ils se barrent. Mais combien de copains qui ont été mordus? Et les hommes qui étaient sur le terrain, les cadavres? Ah mais ils y restaient souvent des jours, hein. On n'allait pas faire tuer le monde pour les enterrer. Ils étaient morts. Et puis les rats, il restait les squelettes. Ah bah c'est effrayant, les champs de bataille, la puanteur, effrayant. J'étais pendant peut-être 3 mois sergent téléphoniste. Et puis après, ils m'ont recollé dans le truc, ils m'ont redonné mon ancien. Quoi Eh bien, agent de liaison, il fallait foutre le camp, il n'y a plus de téléphone, ben, il fallait y aller. Hein. Il fallait aller porter les plis à l'arrière. Puis après, on a reculé à Louvemont. Mais quand même, pas en serré, hein. On se reculait, on sautait dans un chemin à côté, on attendait. Et puis, on entendait craquer, ou qu'on entendait claquer. On dit, ça y est, il s'approche. Mais parce qu'on n'avait pas de tranchée, on n'avait rien de fixation. Et il y a eu beaucoup de pertes en hommes? Pas tellement. Là on n'a pas perdu tellement de monde. On a peut-être eu, je sais pas, 20% de pertes. Ah, mais la deuxième fois, alors là, on avait dégusté. Hein. Et puis on a eu 3 capitaines de tués, ça a été un carnage. Puis ça faisait une 50aine de pertes, hein, les 2 reprises, quoi. Vous avez fait des photos pendant la guerre? Oui, toute la guerre, j'ai fait avec un West Pocket, 6,5 9. C'était le premier appareil pliant, rapide et facile, quoi. Mais c'était pas interdit, ça? C'est interdit, mais je mettais un faux nom sur l'envoi, et puis j'expédiais. 25 février, le fort de Douaumont, sans garnison, est occupé par les Allemands. Le fort de Douaumont est tombé facilement? Le fort de Douaumont était désarmé depuis 1915. Tous les forts de Verdun avaient été désarmés. Mais quand la 16 est arrivée, le fort n'avait rien pour se défendre. Il y avait dans le fort 53 territoriaux et un adjudant qui commandait.
Ils étaient là avec des balais pour balayer le fort, pour entretenir le fort. Quelle importance ça avait pour les Allemands de prendre le fort de Douaumont? Parce que c'était une position incroyable. Eux, s'en sont servis comme observatoire. Ils avaient Souville, ils avaient Fleury, ils avaient Thiaumont, ils avaient tout ça sous le nez. Ils voyaient s'il y en avait dans les trous d'obus, ils voyaient s'il y en avait dans les boyaux. Il y en avait qui montaient immédiatement, il y en avait qui montaient, paf, le tir était déclenché. « 6 mars. Les Allemands attaquent sur la rive gauche de la Meuse en direction du Morhomme et la côte 304 où les combats se poursuivent avec violence jusqu'en juin. Après les combats de la côte du Poivre où il y avait eu beaucoup de pertes, quand vous êtes remonté au Morhomme, ici, vous aviez été renforcé? Oui, exactement. Nous étions partis avec des pertes et il fallait des renforts. Et nous avons eu des renforts à la suite de la loi d'Albiès, qui a fait appeler tous les gens qui étaient à l'arrière, qu'on appelait les embusqués. Ils étaient affectés à leur travail, ils étaient embusqués. Pendant ce temps-là, ils ne voulaient pas casser la pipe, ils étaient contents. Ça devait être particulièrement difficile pour eux de monter sur le front, non? Ah, ils n'avaient pas le moral au beau, hein, j'aime bien vous le dire. Hein. Il y en avait quelques-uns qui prenaient le mouchoir pour pleurer. Parce que quand ils entendaient le vacarme, déjà en arrivant à 10 km, quand ils entendaient le vacarme des bombardements, du canon, tout ça, c'était un roulement continu. Hein. Alors, ça, ils n'étaient pas rassurés. On avait beau leur dire, oh, non, prends ensuite, tu t'y feras, mon pauvre vieux, c'est bon. On a essayé de les rassurer au mieux. Il y a eu beaucoup de pertes? Ah, il y a eu pas mal de pertes. Il y a des régiments qui ont eu plus ou moins. Hein. Il y a eu jusqu'à 73% de pertes des régiments ici. Il y en a d'autres, 35, 38, 40. C'était courant. Les soldats étaient souvent ensevelis? Chacun ensemble. Tiens, imaginez où vous êtes dans le trou, là. Hein? Il tombe à nous. Vous prenez 500 kilos, une tonne de terre sur la gueule. Et il y en avait qui restaient parce qu'ils avaient pris un pavé et ils avaient le crâne défoncé, vous savez pas. Eh ben, j'ai été enterré 7 heures. Ils ont été 7 heures pour me sortir. La fontaine de Châtencourt, elle servait... Eh bien, c'était un point d'eau. C'était le point d'eau comme dans le désert. Tout le monde venait du secteur, venait là. Venait à cette fontaine se ravitailler, de jour comme de nuit, mais surtout la nuit. Parce que c'était très, très, très bombardé par les Allemands. C'était un défilé toute la journée. Hein. Il y avait les queues, ça n'en finissait pas. Il y en a eu au pire en attendant. Là. Et la présence des cadavres dans les tranchées, c'était pesant? Ben, si c'était actif, le secteur actif, on n'y faisait même pas attention. 1er juin. Les Allemands attaquent le fort de Vaux qui se rendra le 7. Chaque année, Viviès, qui est un ancien du fort de Vaux, alors chaque année, il vient passer 8-10 jours au fort. Là. Salut, alors, ça va? Je te présente un ami. Là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va toujours? Ça va, oui. Vous êtes arrivé quand, à Vaux? Je suis arrivé le 26 mai en 1916 ici, dans le fort de Vaux. Oh, avant, quand on était dans le fort, avant l'attaque des Allemands, il y avait la corvée du café, de la soupe, le midi et le soir, mais la cuisine était à 700 ou 800 mètres derrière, par là. Et après, quand les Allemands ont attaqué, ils ont occupé le bord du tunnel, d'autres Allemands sont montés sur le fort, il n'y avait plus de communication. Alors on nous a distribué un quart d'eau, peut-être le deuxième jour 2 quarts, et le troisième jour autant. Les 3 jours suivants, on n'avait plus rien. Il n'y avait pas de citerne qui ravitaillait en eau? Il y avait la citerne, seulement que quand on est rentré, le 26 mai, il n'y avait presque plus rien dedans. La citerne était ficelée un peu. Elle était fendue.
Tous les soldats qui étaient aux alentours par là au mois de juin avaient soif dans les tranchées. Alors ils venaient se ravitailler à la citerne du fort. Les combats dans le tunnel ont quand même empêché les Allemands de progresser. Oh, ils ont progressé dans 6 jours, ils ont progressé de 30 mètres. Quand Marat était démoli complètement, avec des pétards et des grenades et tout ça, on reculait à un autre. Mais on ne s'est jamais battu dans le fort, c'était dans le tunnel. Le tunnel qui conduisait dans le fort. Combien étiez-vous dans le fort? Eh bien, nous étions au juste la compagnie, complète à peu près, à 200 hommes. Oui. Et après, pendant tout le bombardement, soi-disant qu'il est rentré par petits groupes des hommes qui sont venus à l'abri. Le colonel Reynal, la veille qui s'est rendu, il a dit aux soldats du fort, si ceux qui n'êtes pas de la compagnie, si vous voulez, vous pouvez partir. Vous êtes libres. Et nous autres non, parce que nous autres, si on est parti, on aurait abandonné le poste. Il fallait rester là. Donc les morts, les blessés, la fumée, ça devait pas être très agréable à vivre, la tout ça. fumée, entre la poussière, la fumée et la mauvaise odeur des 30 ou 40 morts qu'il y avait dans une chambre, le fort était irrespirable. Alors, on ne pouvait pas durer beaucoup de temps comme ça. Alors, le 7e jour, à 6 heures du matin, le colonel s'est rendu aux Allemands. Alors, ils sont rentrés dans le fort, une vingtaine ou 25. Ils se sont mis un près de l'autre dans le grand tunnel. Ils nous ont rendu les honneurs. Parallèlement à l'assaut contre le fort de Vaux, les Allemands attaquent l'étang de Vaux. Alors c'est ici que vous êtes remonté en ligne au mois de juin? Exactement, nous sommes remontés en ligne après une marche de nuit et ma foi venir s'installer. Et nous sommes restés là avec nous avons subi de nombreuses attaques et nous avons été dans l'obligation à ce moment-là de nous replier. Et nous nous sommes repliés à ce moment-là au-dessus de l'étang. Nous sommes montés jusque là-haut et heureusement, en arrivant au bout de l'étang, nous avons eu une attaque assez importante avant de pouvoir nous fortifier un petit peu. Et nous avons été soutenus par le capitaine Delvert qui était dans des ouvrages, là, R1, R2, mais c'est surtout avec R2 qui nous a soutenus. Il a pris les Allemands en travers, alors ça nous a soulagés parce que ça les a désarçonnés complètement. Alors il leur a foutu le camp. Et pendant ce temps-là, alors immédiatement après, pensez si on était actifs pour nous consolider nos positions, faire des petites barrières, faire des petits parapets, etc. Parce que pour se mettre à l'abri, hein, pour sauver sa peau, eh bien croyez-vous, on est courageux. Hein. Vous étiez ravitaillé comment en nourriture? Eh ben, en nourriture, il y avait des corvées de soupe. Hein. Il y avait la soupe à l'arrière qui venait. Il y avait 2 km, 2 km et demi, et des fois plus. Mais à ce moment-là, c'était avec les bouteillons. Alors si on les foutait en l'air, ben, bon, il n'y avait plus qu'à remettre la terre avec les haricots avec la terre. Quand les cuistots n'étaient pas tous tués ou blessés en route, hein, comme ça, la plupart, pendant le fort de la bataille, la soupe, il y a 3-4 jours sans ravitaillement. On bouffait avec le biscuit qu'on avait en réserve. Vous ne souffriez pas trop de la soif? La boisson, l'eau croupie, et trop d'eau bue avec les macabées, on buvait. Quand on avait soif, on voit. Ben, moi, comme beaucoup, je prenais mon paquet de pansements, je faisais un entonnoir, et puis je filtrais ma flotte. Ben, je mettais un quart sur 3-4 morceaux d'alcool solidifié, je la faisais bouillir, hein, jusqu'à ce que, quand elle bouillait, hop, j'arrêtais. Et puis, je buvais ma flotte. La typhoïde, hein, il y en a eu des morts pour la typhoïde. 23 juin. Les Allemands font une nouvelle attaque vers Thiaumont, Fleury et le bois de Vaux-Chapitre, où se sacrifie le 407e régiment d'infanterie.
Vous êtes replié de l'étang de Vaux à la carrière de vos chapitres ici. C'était installé comment? Eh bien, il y avait déjà des sapes et le colonel Alain s'est installé dans la première ici qui était là. Et là, dans le coin, il y avait en face, il y avait le poste de secours, un poste de secours très important du reste. Et on n'a pas soigné des gars de notre régiment, il y en a eu des autres qui sont venus aussi. Où se trouvaient les lignes de vos chapitres? Eh bien, les lignes étaient sur le sommet de la côte ici, tout le long de la carrière jusque dans la direction de Fleury. Et les combats se sont passés comment? Ah ben, tout s'est passé là en avant. Et les Allemands sont venus peut-être à 200 mètres d'ici, des lignes, mais ils n'ont jamais pu passer. Comment avez-vous arrêté les Allemands? Eh bien, nous avons arrêté les Allemands parce que nous avions eu le temps de nous installer, de préparer tout, et les Allemands n'ont pas fait de tir préparatoire, ce qui a donné l'éveil quand même qu'il devait y avoir quelque chose qui se passait. Et sur le matin, au petit jour, alors ils nous ont attaqués. Et ma foi, ce jour-là, ils en ont pris un bon coup. Eh bien, nous avons eu des pertes, nous avons eu 73% de pertes pendant notre séjour ici. J'étais au PC du colonel et il y a un poilu qui est arrivé en disant que le lieutenant, le G, vient d'être blessé, grièvement. Entre-temps, il y avait un sous-off qui l'avait pris, se le fait mettre sur le dos et le voilà parti. Il fait peut-être 200 mètres et il tombe un ou deux ou trois, on n'en sait rien, des obus qui sont tombés juste derrière lui. Il a été foutu par terre avec son lieutenant. Et quand il a eu le lieutenant était foutu. Et il lui avait sauvé la vie parce qu'il était en bouillie. Pour vous dire que, voilà, un gars qui a été enterré le soir même, avec 23 autres copains, eh bien, le lendemain matin, il n'y avait plus personne. C'était plus que des trous. Eh bien, là, les inconnus, tous partis en miettes. Du reste, après la guerre, en 1920, eh bien, vous aviez des équipes dans tous les secteurs ici, avec des râteaux en bois, et qui rassemblaient, par mètre cube à peu près, les ossements. Il y avait beaucoup d'obus tirés dans la journée, pendant les combats. Oh, ça, c'est des secteurs d'attaque. Hein. S'il y avait un secteur d'attaque, par exemple, on attaquait sur Vaux, il tombait 10 à 12 000 obus par jour, pendant 2, 3 jours, 4 jours. 23 juin. Les Allemands prennent l'ouvrage de Thiaumont, progressent sur la crête, dépassent l'abri des 4 cheminées et sont arrêtés par l'ouvrage de Froide de Terre. Les combats sont violents jusqu'en octobre 1916 autour de l'ouvrage de Thiaumont qui s'effondre. Il n'y avait pas des soldats qui se perdaient d'un trou d'obus à l'autre? Toute la nuit, ceux qui montaient, qui ne connaissaient pas le secteur, c'était cuit. On se mettait dans les trous d'obus. Et alors, d'un trou d'obus à l'autre, on essayait de rejoindre et de faire une amorce de tranchée. Et puis si on restait plus longtemps, eh ben, allez hop, on y allait et on finissait par faire une tranchée. Puis quand la tranchée était faite, il y a les cocos en face qui avaient repris un paf, ils vous foutaient 2-3 minen, et votre tranchée, elle était foutue en l'air. Alors, un champ de bataille, ça avait quel aspect? Ici à Verdun, ben, c'était un entonnoir partout, et puis avec des débris. Vous aviez des débris de roues, des débris de n'importe quoi, de tout. On ne peut pas s'imaginer ce qu'il peut y avoir comme tas de ferraille sur un champ de bataille.
les fusils, les caissons, les chariots, enfin tout ce qui sert, qu'on utilise pour faire la guerre. Et puis les cadavres. Il y avait beaucoup de bêtes tuées sur le champ de bataille. Le mulet a été employé par milliers. Par milliers. Ils ravitaillaient. On mettait les boules de pain, ou on mettait les caisses de munitions sur le dos. Hein. Et ma foi, ce qui avait de terrible, c'est quand les pauvres bourricots étaient tués ou blessés, ils restaient où ils étaient tombés. Alors là, c'était l'infection. Hein. C'était une odeur infernale. Un cheval, c'était déjà très fort. Hein. Beaucoup plus fort que les humains. Hein. C'était beaucoup plus important. Mais ça devait pas être évident d'évacuer les blessés du champ de bataille. Oh, c'était les brancardiers. Hein. Alors il y avait les brancardiers, quand c'était plein de trous, ils portaient. Quand il y avait encore des passages, ben, c'était avec les petites charrettes à 2 roues, les grandes roues comme ça. Là. Mais c'était par l'artillerie. C'est par l'artillerie. Quand il fallait partir vers les arrières, tomber dans les barrages de nuit, tout ça. Alors, mais tirer dessus au fusil, tirait pas dessus. Ça manquait de brancardiers. Alors les gars, ils restaient au bord du poste de secours en attendant qu'on vienne les chercher. Celui qui pouvait marcher en fait pas, il n'y avait pas besoin de lui dire, il savait bien se débiner. Hein. Le fort de Froide-Terre, que les Fritz ils avaient envahi le fort, des superstructures. Ils s'étaient déjà installés sur les fossés du fort. Il y avait les mitrailleuses lourdes du fort de Froide-Terre qui étaient inutilisables à un moment donné. Elles étaient coincées par les débris des pierres. Alors, dans la nuit, ils sont arrivés, étant un peu dégagés par les tirs, ils sont arrivés à débloquer les tourelles et ils ont pris les Fritz par derrière. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment désespérés? Ah oui, il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui devenaient là, qui foutaient le camp d'un seul coup, ils partaient. Ils devenaient faire des ciboulots, quoi. Sauts. Il faut les jeunes pour faire la guerre. Moins conscients qu'on pouvait mourir. Il y en avait qui étaient terriblement cafardeux, terriblement. Le village de Fleury devient le centre des attaques allemandes pour déboucher sur Verdun par le ravin des Vignes. Il est pris et repris 16 fois. Verdun, c'était une tante à mon beau-frère. Qui habitait où? Qui habitait, alors là, plus derrière. Là, Il y avait une rue par là? Oui. La rue qui descend en face. Ah d'accord. Mais la population... Passé devant la mairie. Et la population de Fleury, au moment des combats, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ben, la population était partie, hein, évacuée par elle-même, parce que c'était intenable. Fleury était bombardé par tous les sens. Elle était déjà complètement de niveau. Hein. Les murs, tout ça, il n'y en avait plus. C'était fini. Alors, la population ne pouvait plus vivre sans manger.
Et le paysage à cette époque-là, c'était la même chose qu'aujourd'hui? Ah ben ces bois-là, oui, oui, il y avait des bois quand même. Moins que maintenant, il y avait toute une partie de plaine en bas, là, tout ça, c'était de la plaine, mais les villages vivaient avec la culture, avec le blé, avec l'orge, avec tout ça. Vous êtes remonté assez vite au ravin des Vignes, finalement? Eh bien, oui, nous étions au fond, on nous a rappelés en vitesse et nous sommes venus en marche forcée jusqu'ici. Et nous étions là, nous sommes arrivés à 2-3 heures du matin, ici. Oui, alors là, au-dessus, là, toute la côte, c'est un bombardement extraordinaire. Et ma foi, tout d'un coup, on a vu les Allemands qui commençaient à descendre. Nos mitrailleuses ont commencé à tirer, qui avaient mis en batterie en vitesse, sur l'ordre de notre capitaine. Oh, ça n'a pas duré longtemps, quelques secondes, et puis tout d'un coup, on a vu, ils jetaient leurs fusils, puis ils se jetaient dans les trous d'obus. Puis alors, ils sortaient un mouchoir, une serviette, et ma foi, on a fait 370 prisonniers, sans être battus. 11 juillet. Ultime effort allemand vers le fort de Souville, où ils sont arrêtés définitivement le 12. Et les derniers combats, là? Eh bien, vous êtes ici sur la partie sud du fort de Souville, le matin, à 6 heures, et ils ont pénétré sur les superstructures du fort, et malheureusement pour eux, le lieutenant Dupuis avait organisé des défenses, avec des ravitaillements qu'il avait pu avoir dans la nuit de grenades et de munitions, ce qui fait que les Allemands se sont trouvés bloqués. Ce qui n'a pas été prisonnier a fait demi-tour, mais pas beaucoup, ils ont presque tous été prisonniers, et il y en a qui avaient passé le fort. Du reste, le lieutenant Digoffer, que j'ai connu après la guerre, est venu avec moi me dire « Tiens, nous étions blottis là dans les trous d'obus ici, et nous avons vu que c'était cuit, et alors ils ont cherché à se faufiler dans les rangs français. » Et il voyait Verdun avec ses lunettes, voyait les gars dans la tournée. Et il avait envie, à un moment donné, de descendre, et puis de dire allez, on va foutre l'alerte, comme quoi Verdun est pris. Mais il s'est dit on sera coincé, on n'est pas assez, ils étaient 7, je vais prendre Verdun. 23 octobre. Contre-attaque française qui reprend Douaumont, puis le fort de Vaux le 2 novembre. Le 15 décembre, les opérations sont ramenées au nord et le 20 août 1917, les positions sont redevenues celles du 21 février 1916. Il y a eu un armement particulier pour la contre-attaque? Nous avons commencé à avoir du 240 et du 400, du 240 qui tirait à 35 km, et puis on a eu les 400 au Musier, alors qui tirait sur le fort de Douaumont, qui tirait sur le fort de Vaux. Une attaque, comment ça se passait? Ils commençaient à bombarder toutes les premières lignes, et puis les réseaux de barbelés pour faire un passage. Au coup de sifflet, il fallait partir. Il en dégringolait quelques-uns. À quel moment vous aviez le plus peur? Ouais, juste avant de démarrer. Un quart d'heure avant, tout ça, on faisait sa prière. Il fallait y aller carrément, hein. Il ne fallait pas hésiter, on y allait. Combien de temps a duré la bataille de Verdun? Et la bataille de Verdun a duré, elle a commencé le 21 février au matin, elle a duré de 300 jours. Aujourd'hui, il doit encore vous rester des souvenirs de cette époque-là? Oui, ça, il en reste toujours. Surtout des cauchemars, on se rappelle de la boue, des cadavres, des camarades là, qui sont tombés depuis quelques jours. L'odeur et tout ça, vous savez, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier.
Verdun. Ici, 350 000 Français et Allemands sont morts et plus de 500 000 ont été blessés. Thank you.